Je n'ai pas voulu résumer mon livre parce que je me suis dit que si certains d'entre vous l'ont lu, ils s'ennuieraient. Et puis ceux qui ne l'ont pas lu se sentiraient peut-être dispensés de la nécessité de le lire, ce qui vraiment me ferait beaucoup de peine. Donc j'ai plutôt fait, comment dire, des gloses en amont et en aval de mon livre. En aval, sur un peu l'étrange réception de ce livre, la réception en tout cas contrariée, et puis en amont sur ce qui m'a semblé être, mais on en discutera sûrement, un certain nombre de présupposés de l'historiographie qui s'est constituée autour de la construction de la mémoire du génocide des Juifs. La mémoire de l'extermination des Juifs a été, je ne vous apprends évidemment rien, a été structurée, organisée autour d'un certain nombre de catégories qui sont aujourd'hui, qu'on trouve dans tous les journaux, dans toutes les gazettes qu'on trouve partout, les catégories de refoulement, d'occultation, de silence, d'oubli, de mémoire traumatisée. Cette historiographie a été construite essentiellement par des historiens juifs qui ont commencé leur rétrospective dans les années 80 pour l'essentiel. Ces deux précisions de date et d'appartenance ne sont pas du tout dans ma bouche anecdotiques. Je crois qu'elle commande quelque chose de la façon dont cette mémoire, cette construction s'est faite, dont cette histoire s'est écrite. Je commencerai par la question de l'appartenance. Les historiens qui se sont intéressés les premiers, et il y en a ici, qui se sont intéressés les premiers à la construction collective de ce que nous appelons aujourd'hui Shoah, ont grandi dans des familles où le souvenir de la guerre et de la déportation faisait presque toujours l'objet d'un silence compact. Nadine Fresco a consacré à ce silence un article déjà ancien, un article admirable, mais qui n'a pas, à mon sens, pris une ride. Qui parmi nous, en effet, a songé à interroger nos parents au lendemain de la guerre sur ce qui leur était arrivé pendant la guerre, à eux ou à leurs propres parents? Très peu l'ont fait, et nous savons tous cela. En tant que juifs, donc, les premiers historiens du génocide ont fait, dans leur propre famille, dans leur propre passé, l'expérience d'un terrible silence qui, bien évidemment, n'empêchait absolument pas un demi-savoir fait de souffrance. Et c'est avec ce bagage qu'ils ont entrepris un travail dans lequel, évidemment, ils étaient tout sauf des spectateurs non engagés. Ils étaient partie prenante du sujet qu'ils défrichaient, et c'est un peu leur propre histoire dont ils faisaient l'archéologie. Comment ne pas penser qu'ils auraient été tentés de projeter cette histoire sur la grande histoire? C'est le premier point. Le second point, c'est une question de date. J'ai dit tout à l'heure que ces premiers travaux ont surgi autour des années 80 ou 90. Or, les années 80 sont celles où la construction de la mémoire collective du génocide atteint, selon moi, son acmé. En 85, le génocide a trouvé son œuvre avec le film de Lanzmann, Shoah. En 87, avec la traduction de Si c'est un homme, il a trouvé en quelque sorte son témoignage paradigmatique. La même année, il a trouvé avec le procès Barbie sa cérémonie cathartique. Et un an plus tard, en 88, avec la traduction française de La destruction des Juifs d'Hilberg, il a trouvé son grand œuvre historiographique. Mais c'est pas tout. En 86, une première déclaration de repentance
a été faite par la bouche du père Dupuy, au nom des évêques, au nom de l'Église. Première déclaration de repentance faite à Auschwitz. Et la même année, vous le savez, Chirac, qui était alors Premier ministre et maire de Paris, a fait en quelque sorte le brouillon de ce qu'il fera en 1995, c'est-à-dire une première déclaration de responsabilité de l'État français dans les années noires, et il fait cette déclaration au Veldiv. Au milieu des années 80, donc, la mémoire du génocide est une affaire publique, une cause commune, et je dirais, elle est même devenue le paradigme du mal absolu. Je n'en prends qu'un seul exemple, ce sont les pages que Paul Ricoeur consacre dans le second tome de Temps et Récits, qui paraît, je crois, en 1985, page qu'il consacre donc à Auschwitz, dont il fait véritablement le paradigme du mal, l'uniquement unique, etc., dans des pages qui sont d'ailleurs très fortes. Quand les premiers historiens du génocide, de la mémoire du génocide, se tournent donc vers les années 40, 50, 60 pour y chercher la façon dont les Français ont reçu l'événement inouï, ils le font d'une part avec leur propre expérience de silence familial et d'autre part portée par une conjoncture où la Shoah, puisqu'elle s'appelle comme ça désormais, où la Shoah est devenue centrale. Où elle est devenue non seulement d'ailleurs le paradigme du mal, mais où elle est devenue une affaire judéo-juive. Alors, il baptise silence, occultation, refoulement, ce qui est dit du génocide au lendemain de la guerre. Car, et j'ai essayé de le montrer dans le livre que je viens de publier, en réalité, beaucoup est dit, dès l'automne 1944, beaucoup est dit sur l'extermination des Juifs, dans la presse quotidienne, dans les revues, puis dans une série tout à fait impressionnante de romans, de best-sellers, de films, romans dont d'ailleurs plusieurs, 5 en 9 ans, sont couronnés par le prix Goncourt entre 1953 et 1962. Silence, oubli, occultation, disent certains historiens, de la spécificité juive du génocide, spécificité qui, dans les années 80, conduit Lanzmann et un peu tout le monde derrière lui à adopter un mot hébreu, non traduit délibérément, pour dire cet événement. Alors, il me semble qu'en baptisant silence ou occultation, ce qui n'est pas un silence, en baptisant silence ou occultation, les traces nombreuses de l'événement dans la société française au lendemain de la guerre et dans les années 50 et 60, où en ne voyant même pas ces traces, il me semble que ces historiens font exactement l'opération que Bergson a analysée dans La pensée, le mouvant, à propos de l'idée de désordre. Cette explication est bien connue, j'ai presque honte de la rappeler, mais je le fais quand même. Rappelez-vous ce que dit Bergson dans La pensée, le mouvant. Quand j'entre dans une chambre qui n'est pas rangée, je dis qu'elle est en désordre, alors que la place des vêtements éparpillés, les traces d'un déjeuner récent ou les marques de boue laissées par les souliers sur la moquette montrent bien qu'il y a dans cette chambre un certain ordre, mais que ce n'est pas l'ordre du rangement, c'est l'ordre de la vie. Et voici ce que dit Bergson, qui me paraît infiniment profond. Désordre désigne réellement une présence, la présence d'un ordre qui ne nous intéresse pas, qui désappointe notre effort ou notre attention. C'est notre déception qui s'exprime quand nous appelons absence cette présence. Je crois que ces lignes s'appliquent très exactement à ce qui s'est passé dans la première phase de la construction de la mémoire de la Shoah.
Silence, oubli, occultation, ce sont les catégories employées spontanément par les premiers historiens de la mémoire du génocide pour dire non pas une absence, mais leur déception, leur désappointement devant des traces qui parlent du génocide autrement qu'il n'est devenu en 1980 ou en 90, autrement qu'il n'est devenu licite d'en parler. Je vais en prendre un exemple. Cet exemple, c'est le livre de Jacques Darville et Simon Vichenet, qui s'intitule Drancy la Juive et qui paraît en 1945. Les auteurs ne dissimulent d'aucune manière la dimension juive de l'événement, de la persécution, avec la séparation des mères et des enfants, la confiscation des biens juifs, le rassemblement dans les camps de l'Est, et puis, enfin, l'extermination. Toutes ces étapes du calvaire, Darville et Vichenet savent et disent qu'elle a été le fait des Juifs et exclusivement des Juifs. Donc, il n'y a pas dans leur livre d'occultation ni de l'événement, ni de sa spécificité juive. Mais Darville et Vichenet sont communistes, et ce n'est pas au nom du peuple juif qu'ils parlent, mais au nom de l'humanité. Le « nous » qui porte leurs paroles n'est pas le « nous » des Juifs, c'est le « nous » de l'humanité. Et voici comment il continue, je cite. « Bouc émissaire, ennemi public numéro 1 par la volonté hitlérienne, les Juifs, plus que d'autres, ont payé leur dîme sanglante à la barbarie. Cette triste priorité dans la persécution, ils ne veulent point s'en servir pour se couvrir de l'auréole du martyr. » Fin de citation. Je tiens cette phrase pour capitale. Elle s'explique d'abord par le fait que les Juifs déportés n'ont pas cessé de se dire enfants de la patrie qui les avait adoptés, et ensuite et surtout parce que, et c'est ça qui m'intéresse surtout, parce que de l'exceptionnalité de leur souffrance, Darville et Vichenet estiment que les Juifs ont gagné le droit de dire, et je cite, « Nous sommes comme les autres ». Et je cite encore, « Les Juifs ont payé cette fois assez cher pour pouvoir l'affirmer, et qui peut le leur interdire ?» Fin de citation. Ce qui se passe là me paraît extrêmement significatif de la différence entre 1945 et aujourd'hui. De l'exceptionnalité de leur souffrance, Darville et Vichenet tirent le droit de dire enfin pour les Juifs, nous sommes comme les autres. Alors que, du même fait, nous tirons aujourd'hui la conclusion inverse, celle de la différence juive. Les historiens commentent ce texte, et je pense en particulier à Ned Viviorca, qui commente ce livre dans sa thèse « Déportation et génocide ». Mais ce qui est intéressant, c'est la façon, ce qu'elle en tire. Car elle commente ces textes, mais pour déplorer le geste de Darville et Vichenet, qui n'ont qu'une idée en tête, réintégrer le giron de la patrie française, ne pas présenter ses créances, ne pas clamer son martyre. Et du coup, à ses yeux, leur ouvrage cesse d'être recevable à proprement parler. Autrement dit, il cesse de dire quelque chose du génocide juif et il entre, pour elle, dans la catégorie des textes biaisés, de ces textes qui sont empreints d'un idéal patriotique et universaliste, forcément de mauvais aloi, qui contraste d'ailleurs avec la bonne façon de parler du génocide, la nôtre, bonne façon de parler du génocide, qui d'ailleurs existe à la même époque. C'est celle, par exemple, d'un rabbi qui écrivait à propos du même sujet, c'est-à-dire à propos de la différence juive. Il écrivait cette phrase qui résonne très fort à nos oreilles. « Non, jamais plus nous ne serons comme les autres. Nous ne pouvons oublier. Nous avons été la balayure du monde. Et c'est cela, mes amis, qui nous sépare de vous, dans la liberté retrouvée comme nous avons été séparés de vous sous l'occupation. Nous sommes désormais des séparés. » Voilà la différence. Et Rabbi, en 1945,
y insiste. Et d'autres après lui, avec lui, par exemple Henri Hertz, qui regrettait qu'au procès de Nuremberg, la dimension juive, la réalité juive de la persécution par les nazis ait été disséminée, émiettée dans la criminalité nazie en général, et que du coup, cette spécificité n'ait pas pu apparaître. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être très grand clerc pour comprendre ce qui se produit là et qui me paraît épistémologiquement très intéressant. Ce qui est dit du génocide, dans un texte comme celui de Darville et Vichnet, mais dans plein d'autres, ce qui est dit du génocide, autrement dit, l'élément d'information qui est véhiculé par ce texte se trouve disqualifié au nom d'une conception de l'événement et de la judéité qui sont maintenant les nôtres. Ne pas spécifier l'extermination des Juifs dans toute sa clarté, le penser dans un horizon d'universalité et non seulement dans sa particularité, ce serait ne pas le penser, ne pas le voir. Ou, comme disent beaucoup, ce serait l'occulter. C'est peut-être tout à fait flagrant dans le fait que les contributions des chrétiens au lendemain de la guerre soient systématiquement passées sous silence. Je ne peux pas penser que je suis le premier à lire Mauriac, Claudel, Maritain, Julien Green, Stanislas Fumet, le pasteur Westphal, Fadziejewski et quantité d'autres. Pourtant, personne ne les cite quand il s'agit de retracer les premières étapes de la construction de la mémoire du génocide. Personne. Est-ce que ce ne serait pas, tout simplement, parce qu'ils exposent une doctrine qui n'est plus conforme à ce que juifs et chrétiens disent aujourd'hui? J'irai directement à ce qui est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de cette configuration, celui de Claudel. Voici ce que note dans son journal Paul Claudel, dont vous savez que tout de même il vient de loin, d'un antisémitisme, d'un anti-judaïsme, disons, catholique tout à fait traditionnel, mais il a viré sa cutie très tôt. Et voilà donc ce qu'il écrit en septembre 1945. Je cite. Notez bien, en septembre 1945. Ces 5 millions de juifs massacrés, c'est tout de même un événement formidable, inouï, une péripétie qu'on peut croire capitale de l'histoire d'Israël. Les victimes, des juifs polonais qui avaient fermement gardé la foi antique. Tous, en somme, massacrés en haine de Dieu par Hitler, en raison de ce témoignage partiel, mais incontestable, qu'il rendait à la vérité avec un grand V. Alors ne pourrait-on voir dans ce Holocauste une réalisation de la prophétie de saint Paul sur la conversion en masse des Juifs qui surviendra au dernier temps? Devant un texte comme celui-là, on peut bien entendu, comme le faisait d'ailleurs Lévinas, au moment même où le texte était publié, on peut bien sûr grincer des dents. On peut refuser l'espèce d'enrôlement dans le plan eschatologique des chrétiens que propose aux Juifs Claudel. On peut de même sursauter quand on lit sous la plume de Julien Green en juin 1949 « Il n'y a que les larmes qui puissent avoir un sens après Auschwitz. Chrétien, essuie les larmes et le sang sur le visage de ton frère juif, et la face de votre Christ à tous deux resplendira. » Fin de citation. On peut évidemment grincer des dents. Mais je crois que c'est ne pas voir que l'appropriation du génocide des Juifs par les chrétiens aura constitué le vecteur le plus important de la prise de conscience par les Français encore massivement catholiques d'un événement qui n'avait concerné qu'une infime minorité d'entre eux et qui par conséquent avait beaucoup plus de chances de tomber dans l'oubli que de tomber dans l'espace public. En matière de réception, qu'il s'agisse d'une œuvre, d'une doctrine ou d'un événement, les catégories de falsification, de dévoiement,
ne sont rien d'autre que des pièges. Ils postulent une vérité intemporelle qui n'est pas admise. Ou, si vous préférez, je dirais que c'est de falsification en falsification que les œuvres et les événements cheminent dans l'espace public. Il n'est évidemment pas douteux que les catholiques, ou les chrétiens en général, ont christianisé spontanément le génocide des Juifs, et il est tout à fait loisible de le leur reprocher. Mais si on fait ça, ma conviction est qu'on sort de l'histoire et on entre dans la théologie. Dans l'histoire de la réception du génocide, en France, Claudel est beaucoup plus important que Rabbi ou Henri Hertz. Évidemment, si on a en tête, même implicitement, le canon de ce que nous pensons aujourd'hui, alors Claudel n'est pas recevable, ses propos ne sont pas cités, et cette omission nourrit la thèse du silence généralisé. Je ne suis du reste même pas sûr que la position des catholiques 30 ans plus tard soit tellement préférable. En tout cas, c'en est une autre, et là, c'est lacune. Là encore, un exemple sera éclairant. En 1984, le père Dupuy est invité à s'exprimer au 20e colloque des intellectuels juifs qui est consacré cette année-là au thème mémoire et histoire. Le dominicain, c'est celui-là même qui 2 ans plus tard fera cette première déclaration de repentance dont je parlais tout à l'heure. Le dominicain donc essaye de parler de la Shoah, pendant laquelle, dit-il, comme une évidence, pendant laquelle le monde chrétien est demeuré silencieux. Il fait partie à ce moment-là, en 84, il fait partie de ces chrétiens qui pensent que le génocide des Juifs a coupé l'histoire en deux, et il pense qu'aucun chrétien ne peut ignorer cet événement, ni en général l'identité juive. Que dit-il donc de la Shoah ? Je le cite. « La Shoah, c'est ce dont on ne peut rien dire. C'est ce dont il ne faut rien dire. C'est ce sur quoi aucune délivrance, aucun apaisement, aucune catharsis ne peut venir à l'horizon. Auschwitz est un glaive tranchant qui scinde en deux notre propre histoire. » Entendez, l'histoire des chrétiens. Tout cela est évidemment très satisfaisant, très plaisant à entendre par des oreilles comme les nôtres. La compassion y est très sobrement, très fraternellement exprimée. Mais, vous le voyez, le génocide des Juifs est devenu l'indicible. Il est devenu une figure de la théologie négative, un absolu et non plus un événement historique. Alors bien sûr, je ne conteste aucunement le droit de faire cela, mais je crois aussi que le coût de l'opération ne doit pas nous échapper. Ne pas s'approprier l'extermination des Juifs, c'est très bien, en principe, mais soustraire l'événement à l'historicité et au langage, c'est pratiquer, je crois, une autre sorte de falsification, celle qui transforme de l'historique en transcendantal. Parce que ce langage est consonant avec le nôtre, il nous plaît. Nous y reconnaissons la voix d'Élie Wiesel et de tant d'autres. Mais c'est encore une fois un biais, et on n'échappe pas au biais, c'est tout ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'un est meilleur qu'un autre. Aussi, je me suis efforcé dans ce travail de respecter la règle d'or du travail historique, c'est-à-dire traiter les événements et les textes comme s'ils n'avaient pas le futur que nous leur connaissons. Autrement dit, restituer aux postures choisies, aux engagements consentis en leur temps, à la grille conceptuelle utilisée, leur cohérence, leur signification dans le contexte de l'époque. Il n'y a en principe rien d'original à cela, et rien qui mérite que je me pousse du col. Si ce n'est que l'histoire de la réception du génocide a été bien souvent écrite tout autrement, sans souci, me semble-t-il, d'éviter la projection rétrospective de nos propres croyances. Je ne suis pas non plus le premier à le dire, et je pense par exemple aux travaux de Peter Lagroux, qui m'a précédé dans cette voie, et à d'autres aussi.
Restituer donc la cohérence et la signification de positions qui nous sont devenues incompréhensibles, ça a été mon souci constant dans ce livre. J'en prendrai, j'avais l'intention d'en prendre deux, mais j'en prendrai un seul exemple, celui de la façon dont on a la question du résistentialisme. Au lendemain de la guerre, le paradigme résistentialiste est évidemment tout puissant, et c'est sur l'exemple des résistants que les autres victimes et combattants sont évalués. Des déportés juifs ont dit volontiers qu'ils sont, guillemets, morts pour la France. Et les cérémonies du lendemain de la guerre les associent dans la vaste rubrique de ceux qui ont combattu pour la liberté et contre le fascisme. Nous savons très bien qu'il n'en a rien été, que les Juifs ne sont pas morts pour la patrie, la plupart n'en avaient pas, qu'ils ne sont pas morts pour la liberté, ils n'avaient, les pauvres, pas les moyens de le faire. Donc, ils sont morts, comme on dira plus tard, pour rien. De là à parler, pour la période donc où on disait d'eux qu'ils étaient morts pour la patrie, de là à parler d'occultation de la mort juive, il n'y a qu'un pas très allègrement franchi souvent. Mais c'est ne pas voir que les Juifs sont les premiers à désirer cette transformation de leur statut. Eux, précisément, dont le sort a été le délaissement. Ils n'ont rien de plus pressé que de retrouver le droit fil du grand récit national, c'est-à-dire, en l'occurrence, celui de la résistance. Se voir ainsi mélangé avec les résistants communistes au Père-Lachaise, par exemple, ne signifie pas pour eux occultation, cela signifie pour eux promotion. Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'ériger en censeur intemporel de ces Juifs rescapés et leur dire « Allons, vous avez eu tort de vous laisser embrigader dans la série interminable des morts pour la France, des morts pour la patrie, alors que précisément, votre gloire, c'est d'être mort pour rien ». Je crois qu'il est de meilleure sagesse de prendre le fait comme un fait et d'en comprendre le sens. Car c'est seulement après avoir retrouvé leur dignité nationale, la dignité nationale qui leur avait fait défaut, que ces Juifs, 20 ans plus tard, pourront dire « Au fait, nous sommes avant tout Juifs ». Je crois que nous avons insidieusement créé un point de vue normalisé sur le génocide, sur l'appartenance juive et sur la bonne dose d'intégration. Nous appartenons à une époque qui se fait gloire d'être déniaisée et qui, sans le dire, pense détenir le vrai sur la bonne façon de construire son identité et qui dévalue implicitement d'autres manières d'être ou de penser. L'histoire de la construction de la mémoire du génocide a été souvent écrite à l'optatif. Elle mêle constamment jugement de fait et jugement de valeur, ou plutôt, elle rabat les uns sur les autres. Peut-être, d'ailleurs, est-ce le destin de tous les objets historiographiques encore chauds. Quand la Révolution française était encore chaude, elle était toujours pensée dans la prémonition des révolutions à venir, celle de 1830, celle de 1848, évidemment, surtout celle de 1917. L'historiographie de la mémoire de la Shoah me paraît écrite à la lumière de ce que les Juifs sont devenus en gros depuis 1967. Elle est écrite par une génération d'historiens réparateurs des blessures de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est autrement dit une histoire baume dans laquelle il est tout à fait essentiel que les victimes aient été abandonnées non seulement pendant la période de leur martyre, ce qui va de soi, mais au-delà. Il est tout à fait essentiel que leur voix n'ait pas été entendue, que leur éceulement n'ait jamais été entamé. Et je crois significatif, c'était le sens de ma question tout à l'heure, je crois qu'il est significatif que ces victimes aient été rebaptisées témoins. En
rédigeant ces quelques lignes, il me venait à l'idée que les témoins occupent peut-être dans nos sociétés à peu près la même place que les maîtres de vérité occupés dans la Grèce de Parménide. Je pense ici à un très beau livre qu'on lisait quand j'étais petit, celui de Marcel Dietienne, Les maîtres de vérité. Et si je songe à cette comparaison, c'est pour deux raisons. D'abord parce que les maîtres de vérité profèrent une vérité qui est indissociable de celui qui la profère, indissociable de leur propre personne, comme le témoin aujourd'hui. Et deuxièmement, pour une autre raison très profonde, c'est que dans la configuration que dessine dans la Grèce archaïque le maître de vérité, l'antithèse n'est pas entre le vrai et le faux, mais entre aletheia et l'été, c'est-à-dire entre la vérité et l'oubli. Et c'est exactement cette place, cette posture qu'occupent aujourd'hui les témoins dans l'historiographie qui tourne autour d'eux. Leur parole est d'abord indissociable d'eux-mêmes, évidemment, et d'autre part, elle porte cette vérité qui, sans eux, tombera dans l'oubli, et on ne songe ici pas à la parole des historiens. Une certaine historiographie s'est constituée autour de cette figure. Dans son dernier livre, et dans les dernières pages de son dernier livre, Henri Rousseau a, à mon avis, très bien caractérisé cette tendance. Il dit qu'une véritable idéologie du témoignage s'est développée, qui magnifie le témoin et la victime, sacralise leurs paroles, affiche une fausse humilité à leur égard, laquelle masque un populisme dont l'objectif n'est pas le désir de défendre la cause des oubliés de l'histoire, mais bien celui de parler fort à leur place. Fin de citation. Il me semble que l'idéologie du témoignage appelle la solitude absolue des témoins et rend inaudible un discours qui cherche à montrer que les choses se sont passées autrement et qu'elles sont simplement un peu plus complexes. Car cette idéologie règne aujourd'hui sans partage dans le monde médiatique et très largement dans le monde intellectuel. Comme toute idéologie, elle se nourrit d'elle-même et de sa réitération incessante. Si des faits nouveaux surgissent, ils sont donc par avance disqualifiés et traités par le silence. Heureusement, il y a des failles dans tout dispositif idéologique, et je profite ici de l'une d'elles. Merci à vous, Philippe Ménard. Je profite de l'une d'elles pour proposer des vues dont j'espère qu'elles seront discutées. Il y a dans cette salle, comme je le disais, des historiens qui ont travaillé avant moi à l'élucidation de ces champs. J'ai utilisé leurs travaux, même si c'est parfois pour m'en démarquer. Et de vos contestations, j'attends beaucoup. J'attends très exactement l'ouverture d'un débat qui jusqu'à présent m'a été refusé. Merci.